Monsieur le Président, la seule guerre chaude que nous menons actuellement est bien sûr celle du Vietnam. Et nous avons nos difficultés là-bas, c'est tout à fait évident. Je ne pense pas que la guerre puisse être gagnée là-bas sans un plus grand effort du gouvernement pour obtenir le soutien populaire. En fin de compte, c'est leur guerre. Ce sont eux qui doivent la gagner ou la perdre. Nous pouvons les aider, nous pouvons leur fournir du matériel, nous pouvons envoyer nos hommes là-bas en tant que conseillers, mais c'est à eux de la gagner. Le peuple du Vietnam contre les communistes. Nous sommes prêts à continuer à les aider, mais je doute que la guerre se gagne sans le soutien du peuple. Je pense que ces 2 derniers mois, le gouvernement s'est coupé du peuple. Nous avons jugé les répressions contre les bouddhistes très imprudentes. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire très clairement que nous ne pensons pas que ce soit la bonne façon de gagner. J'espère que cela deviendra plus évident pour le gouvernement et qu'il prendra des mesures pour regagner le soutien populaire à cette lutte essentielle. Tous les signes de Saigon ne montrent-ils pas que le président Diem ne veut pas changer sa méthode? S'il ne la change pas, bien sûr, c'est sa décision. Il est là depuis 10 ans. Comme dit, il doit porter ce fardeau alors qu'on a souvent compté sur lui. Selon nous, il ne peut pas réussir ici. Nous espérons qu'il comprendra. Mais au final, le peuple et le gouvernement doivent gagner ou perdre ce combat. Nous ne pouvons qu'aider, et nous le disons clairement. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui prônent un retrait. Ce serait une grave erreur. Mettre en œuvre un programme intensifié de harcèlement, de diversion, de pression politique, de capture de prisonniers, de destruction physique, de collecte de renseignements, de production de propagande et de détournement de ressources contre la République démocratique du Vietnam. Des opérations secrètes menées par les forces de Mac Vissault sont conduites lors de nombreuses grandes campagnes de la guerre du Vietnam, y compris l'incident du golfe du Tonkin, ce qui a entraîné une implication militaire américaine accrue dans la guerre et l'offensive du Tet. Alors que le Mac Vissault sera l'unité à laquelle de nombreux récipiendaires de la médaille d'honneur s'identifieront, la nature clandestine et souvent classifiée des opérations a rendu difficile l'attribution de ces distinctions. Le sergent-chef Robert Howard a été proposé 3 fois pour la médaille, mais il n'a reçu la distinction qu'à sa 3e nomination en raison du secret entourant ses actions lors des 2 premières seules missions. Roy P. Benavidez, un autre opérateur des forces spéciales, a attendu près de 10 ans que sa nomination soit confirmée par un témoin oculaire. Ces 2 hommes, par leur service au Vietnam avec Mac V. Saog, s'avéreront être de grands modèles pour les générations futures, non seulement pour les soldats des forces spéciales, mais aussi pour les soldats de toutes les branches de l'armée des États-Unis. Si l'histoire de son héroïsme était un scénario de film, vous ne la croiriez pas. En 1965, le sergent-chef Roy P. Benavidez sert comme conseiller auprès d'un régiment d'infanterie de l'armée de la République du Vietnam du Sud. Lors d'une patrouille, Benavidez marche sur une mine terrestre et est évacué vers les États-Unis. Il est soigné à Fort Sam Houston, où les médecins annoncent au sergent-chef qu'il ne marchera plus jamais. Né à Cairo, au Texas, en 1935, d'un père fermier mexicain et d'une mère indienne yaqui, Benavidez perd ses 2 parents très jeunes. Lui et son frère déménagent bientôt à El Campo, où ils sont élevés par leur grand-père, leur tante et leur oncle. Il occupe divers emplois dans sa jeunesse pour subvenir aux besoins de sa famille et quitte l'école à 15 ans pour travailler à plein temps. En 1952, pendant la guerre de Corée, Roy rejoint la garde nationale de l'armée du Texas, puis il passe en 1955 au service actif de l'armée. En 1959, il a terminé sa formation aéroportée et est affecté à la 82e division aéroportée à Fort Bragg. À Fort Bragg, Roy s'entraîne pour les forces spéciales de l'armée et devient membre du 5e groupe des forces spéciales ainsi que du groupe d'études et d'observation. Ces affectations mènent à son déploiement au Vietnam. Après avoir survécu à l'explosion d'une mine terrestre et reçu la nouvelle qu'il ne marcherait plus jamais, les médecins commencent à préparer une mise à la retraite médicale pour Benavidez.
Cependant, Benavidez, profondément troublé non seulement par son diagnostic, mais aussi par les images à la télévision de brûlures de drapeaux et d'autres critiques anti-américaines de la présence des États-Unis au Vietnam, commence en secret à se rééduquer pour marcher. Contre l'avis de ses médecins, Benavidez rampait de son lit jusqu'à un mur proche, se forçant à se lever, d'abord en bougeant les orteils, puis les pieds, puis d'écran, avec un effort atroce, il se hissait contre le mur. Un peu plus d'1 an après son hospitalisation, Benavidez fait ce que tous ses médecins disaient qu'il ne ferait plus jamais. Il est sorti en marchant en juillet 1966. 2 ans plus tard, Benavidez retourne au Vietnam. En mai 1968, il répond à un appel de détresse d'une patrouille des forces spéciales de 12 hommes qui avait été cloués au sol par un bataillon de l'armée nationale vietnamienne d'environ 1000 soldats. La situation sera bientôt connue sous le nom de 6 heures en enfer, et les actions incroyables de Benavidez lui vaudront la médaille d'honneur du Congrès. Le sergent-chef, alors sergent, Roy P. Benavidez de l'armée des États-Unis, s'est distingué par une série d'actions audacieuses et extrêmement valeureuses le 2 mai 1968, alors qu'il était affecté au détachement B-56 du 5e groupe des forces spéciales aéroportées, première force spéciale, République du Vietnam, en Indonésie. Le matin du 2 mai 1968, une équipe de reconnaissance des forces spéciales composée de 12 hommes a été déposée par des hélicoptères de la 240e compagnie d'assaut héliportés dans une zone de jungle dense à l'ouest de Loc Ninh, au Vietnam, afin de recueillir des informations sur une activité ennemie de grande ampleur confirmée. Cette zone était contrôlée et régulièrement patrouillée par l'armée nord-vietnamienne. Après une courte période au sol, l'équipe a rencontré une forte résistance ennemie et a demandé une extraction d'urgence. 3 hélicoptères ont tenté l'extraction, mais n'ont pas pu atterrir en raison de tirs intenses d'armes légères et de la défense contre avions ennemis. Le sergent Benavidez se trouvait à la base opérationnelle avancée de Loc Ninh, surveillant l'opération par radio. Lorsque ces hélicoptères de la 240e compagnie d'hélicoptères d'assaut sont revenus pour débarquer les membres d'équipage blessés et évaluer les dégâts subis par les appareils, le sergent Benavidez est monté volontairement à bord d'un appareil de retour pour aider lors d'une nouvelle tentative d'extraction. Constatant que tous les membres de l'équipe étaient déjà morts ou blessés et incapables de rejoindre la zone d'extraction, il a dirigé l'appareil vers une clairière, sauté de l'hélicoptère en vol stationnaire et couru environ 75 mètres sous un feu nourri jusqu'à l'équipe en difficulté. Avant d'atteindre la position de l'équipe, il a été blessé à la jambe droite, au visage et à la tête. Malgré ces blessures douloureuses, il a pris le commandement, a repositionné les membres de l'équipe et a dirigé leur feu pour faciliter l'atterrissage d'un appareil d'extraction et l'embarquement des membres de l'équipe blessés et décédés. Il a ensuite lancé des grenades fumigènes pour guider l'appareil vers la position de l'équipe. Malgré ses blessures graves et sous un feu ennemi intense, il a porté et traîné la moitié des membres blessés de l'équipe jusqu'à l'appareil en attente. Il a ensuite assuré la protection en courant près de l'appareil pendant qu'il récupérait les autres membres de l'équipe. Alors que le feu ennemi s'intensifiait, il s'est dépêché de récupérer le corps et les documents classifiés sur le chef d'équipe décédé. Lorsqu'il a atteint le corps du chef d'équipe, le sergent Benavidez a été grièvement blessé par des tirs d'armes légères à l'abdomen et par des éclats de grenades dans le dos. Presque au même moment, le pilote de l'appareil a été mortellement blessé et son hélicoptère s'est écrasé. Bien qu'il soit dans un état extrêmement critique en raison de ses multiples blessures, le sergent Benavidez a sécurisé les documents confidentiels et est retourné vers l'épave, où il a aidé les blessés à sortir de l'appareil, retourné et à rassembler les survivants choqués dans un périmètre défensif. Sous un feu ennemi croissant d'armes automatiques et de grenades, il a circulé autour du périmètre, distribuant de l'eau et des munitions à ces hommes épuisés, ravivant en eux la volonté de vivre et de se battre. Face à une opposition ennemie croissante avec l'équipe accablée, le sergent Benavidez a rassemblé ses forces, a commencé à appeler des frappes aériennes tactiques et à diriger le tir des hélicoptères de soutien pour réprimer le feu ennemi et permettre une nouvelle tentative d'extraction. Il a de nouveau été blessé à la cuisse par des tirs d'armes légères alors qu'il prodiguait les premiers soins à un membre de l'équipe blessé, juste avant qu'un autre hélicoptère d'extraction ne puisse atterrir.
Son esprit indomptable lui a permis de continuer alors qu'il transportait ses camarades vers l'appareil. Lors de son deuxième trajet avec les blessés, il a été frappé par derrière par un soldat ennemi. Au cours du corps à corps qui s'ensuivit, il a subi des blessures supplémentaires à la tête et aux bras avant de tuer son adversaire. Il a ensuite continué, sous un feu dévastateur, à transporter les blessés jusqu'à l'hélicoptère. En atteignant l'appareil, il a repéré et abattu 2 soldats ennemis qui se précipitaient vers l'appareil depuis un angle qui empêchait le mitrailleur de porte de tirer sur eux. Avec la faible force qui lui restait, il a fait un dernier aller-retour jusqu'au périmètre pour s'assurer que tout le matériel classifié avait été récupéré ou détruit, et pour ramener les derniers blessés. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans un état extrêmement grave à cause de nombreuses blessures et de la perte de sang, qu'il s'est permis d'être tiré à l'intérieur de l'appareil d'extraction. Le sergent Benavidez a fait le choix courageux de rejoindre volontairement ses camarades qui étaient dans une situation critique, de s'exposer constamment à un feu ennemi nourri. Et son refus de s'arrêter malgré de nombreuses blessures graves a sauvé la vie d'au moins 8 hommes. Son leadership personnel sans peur, son dévouement tenace au devoir et ses actions extrêmement valeureuses face à des obstacles écrasants étaient un temps conformes aux plus hautes traditions du service militaire et font Mathieu le plus grand honneur à lui-même et à l'armée des États-Unis. Benavidez continue de montrer son dévouement envers son pays et ses camarades soldats après sa retraite. À la fin des années 70, Benavidez s'adresse aux jeunes à travers toute l'Amérique, vantant les vertus de rester à l'école et de terminer ses études. Son message était, en essence, que l'éducation est la clé du succès. Les mauvaises habitudes et les mauvaises fréquentations te détruiront. En 1983, lorsque l'administration de la Sécurité sociale a envisagé de réduire les allocations d'invalidité, Benavidez s'est rendu au Capitole et a convaincu la commission spéciale sur le vieillissement de la Chambre d'abandonner ses projets. Benavidez continue de s'adresser à des groupes dans le monde entier, donnant des conférences à l'armée, à des groupes scolaires et à des entreprises privées, et il écrit 3 livres sur ses expériences dans l'armée, en particulier sur son service au Vietnam. Pour son service exceptionnel auprès des forces spéciales et de son pays, l'adjudant-chef Benavidez reçoit 17 distinctions, dont la médaille d'honneur, le Purple Heart et, bien sûr, l'insigne des forces spéciales. La guerre du Vietnam offre à de nombreux Américains, et en particulier aux membres des forces spéciales, l'occasion de démontrer véritablement leur loyauté envers leur pays et leurs camarades soldats. Au moment de sa mort en 2009, le colonel Robert L. Howard est le récipiendaire vivant de la médaille d'honneur le plus décoré. Howard s'engage dans l'armée en 1956 à Montgomery, Alabama. Pendant la guerre du Vietnam, Howard sert comme sergent-chef au sein du groupe d'études et d'opérations du commandement de l'assistance militaire au Vietnam, une unité hautement classifiée. Les opérations secrètes au Cambodge valent à Howard 3 nominations pour la médaille d'honneur en un an et l'une de ses 8 Purple Hearts lors d'une mission de sauvetage d'un soldat américain disparu. Au cours de cette mission, en décembre 1968, et alors qu'il est sous le feu ennemi, Howard apprend par radio bidirectionnelle qu'il a reçu la médaille d'honneur du Congrès pour des actions menées le mois précédent, pour services tels que décrits dans la citation suivante, pour bravoure et intrépidité remarquables au combat, au péril de sa vie, au-delà du devoir. Le lieutenant Howard, alors sergent-chef, s'est distingué en servant comme sergent de section d'un peloton américano-vietnamien, qui était en mission pour secourir un soldat américain porté disparu en territoire contrôlé par l'ennemi dans la République du Vietnam. Le peloton avait quitté sa zone d'atterrissage d'hélicoptère et se déplaçait pour accomplir sa mission lorsqu'il a été attaqué par une force estimée à 2 compagnies. Au cours du premier engagement, le lieutenant Howard a été blessé et son arme détruite par l'explosion d'une grenade. Le lieutenant Howard a vu son chef de peloton grièvement blessé et exposé au feu. Bien qu'incapable de marcher et sans arme, le lieutenant Howard a rampé sans hésiter à travers un déluge de feu pour récupérer son chef blessé. Alors que le lieutenant Howard prodiguait les premiers soins et retirait l'équipement de l'officier, une balle ennemie a frappé l'une des pochettes de munitions à la ceinture du lieutenant,
faisant exploser plusieurs chargeurs de munitions. Le lieutenant Howard chercha momentanément un abri puis, réalisant qu'il devait rejoindre la section qui avait été désorganisée par l'attaque ennemie, il recommença à traîner l'officier grièvement blessé vers la zone de la section. Par son exemple remarquable de courage et de bravoure indomptable, le lieutenant Howard a réussi à rallier la section pour en faire une force de défense organisée. Sans se soucier de sa propre sécurité, le lieutenant Howard a rampé d'une position à l'autre, prodiguant les premiers soins aux blessés, encourageant les défenseurs et dirigeant leurs tirs sur l'ennemi qui les encerclait. Pendant 3h30, la petite unité du lieutenant Howard et les avions de soutien ont réussi à repousser les attaques ennemies et ont finalement pris suffisamment le contrôle de la situation pour permettre l'atterrissage des hélicoptères de secours. Le lieutenant Howard a supervisé l'embarquement de ses hommes et n'a quitté la zone sous le feu qu'une fois tous en sécurité à bord. La bravoure du lieutenant Howard au combat, son dévouement total au bien-être de ses hommes au péril de sa propre vie, étaient conformes aux plus hautes traditions du service militaire et font grand honneur à lui-même, à son unité et à l'armée des États-Unis. Howard a reçu plus de 30 décorations des États-Unis, ainsi que de nombreuses distinctions étrangères, dont 8 Purple Hearts, 4 Bronze Stars, 3 médailles du service méritoire et 7 médailles de l'éloge de l'armée. Comme Benavides, Howard continue de défendre les anciens combattants, allant même rendre visite aux troupes stationnées en Irak lorsqu'il prend sa retraite en 1992 en tant que colonel après 36 ans dans l'armée des États-Unis. De plus, comme Benavides, les actions exemplaires de Howard ont prouvé que pour servir au sein des forces spéciales des États-Unis, un soldat doit se distinguer par sa bravoure et son dévouement. Ces qualités sont en effet rares et ne sont jamais le fruit d'une production de masse. En entrant à West Point, certains Américains pensaient encore que la guerre du Vietnam pouvait finir honorablement. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, le Sud-Vietnam n'existait plus. En tant que cadets, nous avons vu la guerre vaciller puis s'effondrer, sans ignorer la portée historique de ces événements. Malgré tous les efforts, les États-Unis mettent fin à leur engagement militaire en août 1973 et l'armée nationale vietnamienne s'empare de Saigon en avril 1975. Le nord et le sud du Vietnam sont réunifiés sous le régime communiste. De nombreux journalistes affirmeront plus tard que les États-Unis, malgré toute leur préparation et leur supériorité militaire, ont sous-estimé les adversaires qu'ils affrontaient dans l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong. Alors que les États-Unis disposent d'avantages techniques, comme des unités de forces spéciales spécialement entraînées et bien équipées, les Nord-Vietnamiens ne perdent jamais leur avantage politique. Peu importe combien de Nord-Vietnamiens tombent, il semble y avoir une réserve inépuisable de soldats prêts à prendre leur place, prêts à mourir pour les dirigeants communistes. Tout comme l'endoctrinement communiste a entravé les efforts des Alliés contre les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong, à travers des opérations comme le programme des hameaux stratégiques, l'emprise des dirigeants communistes ne semble que se renforcer tout au long du conflit. Malheureusement, les critiques de la guerre partout dans le monde ont vu l'échec des actions au Vietnam comme préjudiciable à la réputation des États-Unis. Même Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda et cerveau derrière les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone, estime que le conflit vietnamien et l'implication des États-Unis témoignent de la corruption au sein du gouvernement américain. Pendant la guerre du Vietnam, les dirigeants de la Maison-Blanche affirmaient à l'époque qu'il s'agissait d'une guerre nécessaire et cruciale. Et lorsque Kennedy a pris la présidence et s'est écarté de la ligne politique générale tracée pour la Maison-Blanche, et qu'il a voulu arrêter cette guerre injuste, cela a mis en colère les propriétaires des grandes entreprises qui profitèrent de sa poursuite. Et donc Kennedy a été tué, et la guerre a continué après cela pendant environ une décennie. Mais après qu'il vous soit devenu clair que c'était une guerre injuste et inutile, vous avez commis l'une de vos plus grandes erreurs en ne tenant pas pour responsables ni en ne punissant pas ceux qui ont mené cette guerre, pas même les plus violents de ces meurtriers. Au lieu de reculer face à la menace terroriste, les forces spéciales américaines ont continué à évoluer et à s'adapter à de nouvelles armes et attaques. L'équipe Sea, Air and Land 6,
L'unité militaire d'élite responsable de l'assassinat d'Oussama Ben Laden avait auparavant été conseillée et entraînée par le vétéran du Vietnam Carlos Adcock. Bien que les États-Unis aient effectivement échoué dans leurs efforts pour libérer le Sud-Vietnam du régime communiste, le conflit s'est finalement révélé être un terrain de maturation pour les unités de forces spéciales de toutes deux sortes. À la fin de la guerre, les unités de forces pourtant spéciales étaient devenues une composante permanente de chaque branche de l'armée américaine. Et le corps des Marines a perpétué sa tradition des tireurs d'élite éclaireurs, sans doute en partie grâce à l'école des tireurs d'élite éclaireurs du corps, cofondée par Carlos Adcock, ainsi qu'à leur utilisation de troupes de reconnaissance secrète d'élite. Alors que de nombreuses incertitudes planéant sur les États-Unis après la guerre du Vietnam, tant sur le front intérieur que dans la poursuite des opérations à travers le monde, une chose est certaine. L'unité des forces spéciales est là pour rester. Et les qualités uniques que possèdent ces soldats, ainsi que les compétences qu'ils emploient, continueront de très bien servir les États-Unis jusqu'à la fin du XXe siècle, et continuent de protéger les intérêts et le bien-être des États-Unis et de leurs alliés jusqu'à aujourd'hui. Alors que les forces spéciales deviennent à monnaie tout courante au sein de l'armée américaine, leurs tactiques, stratégies et méthodes de guerre continuent d'évoluer. À chaque avancée technologique et grâce à chaque commandant, officier et soldat des forces spéciales qui continuent de penser différemment, ces unités incarnent toujours cette troisième vérité. Aucune force d'opération spéciale ne peut être produite en masse. Alors que le paysage sociopolitique à travers le monde commence à changer et que de nouvelles menaces et de nouveaux ennemis apparaissent, les forces d'opération spéciales des États-Unis se dressent contre tous les belligérants qui menaceraient la sécurité et le mode de vie des populations, prêtes à défendre par la guerre conventionnelle ou plus probablement non conventionnelle. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique captivant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.